Bon, en fait, de toute façon, j'ai pas pu continuer la vidéo puisque j'avais atteint la taille maximum du fichier, enfin le truc, voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, cette deuxième vidéo ici pour le grand 1, petit c, nous allons étudier Kant. Alors, j'avais remis aussi, alors on avait vu, j'avais remis ES et on avait vu un peu avec le ES, un texte sur Kant, un texte de Kant sur l'agréable et le beau. Alors, la première chose, je ne vais pas parler tout d'abord de ça avec Kant, mais voilà, pourquoi j'utilise Kant, c'est parce que si on veut penser là aussi les rapports de l'art et du beau, eh bien Kant est clairement un philosophe qui nous permet de le faire, hein, parce que lui, finalement, philosophe du XVIIIe siècle, quand il utilise le terme art, finalement, quand il veut parler des arts tels que nous on en parle, eh bien lui, il utilise le terme beaux-arts, d'accord, hein, il utilise les termes beaux-arts pour parler de la création artistique, et on peut dire qu'il associe ainsi clairement cette activité à la capacité de créer la beauté. Voilà. Alors, tout simplement, pourquoi je dis ça? Parce que ça nous montre le lien étroit qu'il établit entre l'œuvre d'art et l'esthétique. D'accord? Donc, encore une fois, on peut dire que recherche l'œuvre d'art? Ben, elle recherche la beauté. Hein. Alors, euh, il est d'ailleurs, alors on a parlé tout à l'heure de Alain et du concept de génie, mais il faut savoir que euh, le premier philosophe vraiment à conceptualiser cette histoire de création artistique liée au génie, c'est Kant. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je vais vous dire, alors, bien sûr, on ne peut pas dire que la, la création artistique, notamment à l'époque de Kant, elle ne soit pas, elle n'est pas en elle une part d'habileté et d'aptitude technique, d'accord, qui sont le fruit d'un apprentissage. Le pianiste, il s'est pas improvisé pianiste, quoi. Il a d'abord fait des gammes, etc. Enfin, il s'est entraîné des heures et des heures, il a joué des morceaux, etc. Et puis peut-être à un moment, il a pu devenir interprète ou carrément à un moment devenir compositeur-interprète. D'accord? Donc il y a une part, il y a une part dans l'activité artistique, il y a une part technique qu'il ne faut pas nier, ce qu'on appelle en général l'habileté technique. Mais cette habileté technique ne suffit pas, d'accord? Ne suffit pas à la création artistique. Parce que sinon, suffirait d'appliquer méthodiquement un savoir-faire technique pour arriver à créer une œuvre d'art. Et ça, on avait déjà vu que c'est pas possible. Hein. Il faut quelque chose en plus. Il faut comme un don. Il faut comme un talent. Et ce talent, ce don, c'est ce qu'on appelle dans la tradition philosophique, notamment liée à Kant, c'est ce qu'on appelle le génie. D'accord, hein. C'est le génie, pour Kant, c'est un don de la nature. D'accord, c'est un don naturel. C'est une capacité innée de l'artiste à créer la beauté. D'accord, hein. Et là, pourquoi je fais juste avant un petit détour sur ça, c'est pour vous montrer, vous voyez, il dit que les beaux-arts doivent être considérés comme les arts du génie. Donc là, on a un ensemble, c'est-à-dire que les arts, eh bien, ce sont essentiellement les beaux-arts, donc c'est une finalité esthétique, et cette finalité esthétique, elle ne peut être réalisée que grâce à un talent, fruit du génie, qui est une capacité innée à créer la beauté. Alors, ce génie artistique, grosso modo, on est très proche de ce que dit Alain, c'est pour ça que je ne développe pas outre mesure, si vous voulez. D'ailleurs, un cours de philosophie n'est pas un cours historique. On voit pas les philosophes, on voit des idées, on voit pas les philosophes dans un ordre chronologique. Mais on pourrait dire que la conception la conception d'Alain concernant les beaux-arts est une conception classique kantienne, d'accord ? Mais ce qui
m'intéresse, moi, ici, c'est ce que j'ai appelé, outre le génie artistique, hein, le jugement esthétique. J'ai mis C, petit c, Kant, génie artistique et jugement esthétique. Alors, le jugement esthétique, c'est le texte, ce qui concerne le jugement esthétique, c'est le texte que je vous avais donné de Kant sur l'agréable et le beau. C'est ça qui va qui va nous permettre de comprendre la spécificité du jugement esthétique. Mais déjà, ce qu'on peut noter, c'est que, vous voyez, l'œuvre d'art, elle est l'objet, l'œuvre d'art, d'un jugement esthétique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais juger quand je vais juger une œuvre d'art? Eh bien, je vais juger de sa beauté. Donc, conclusion nécessaire, d'accord? L'œuvre d'art, elle a pour finalité une finalité esthétique. Alors, voilà. Donc, le jugement d'une œuvre d'art est un jugement esthétique, d'accord? Alors, chez Kant, le jugement esthétique, c'est un jugement de goût, d'accord? C'est un jugement de goût, d'accord? C'est-à-dire que la beauté, je vous l'explique comme ça ici, la beauté, c'est pas une propriété des objets, c'est pas une propriété du poème, c'est pas une propriété du tableau, c'est une appréciation du sujet, d'accord? Mais quand on dit ça, on se confronte à un risque, à un problème. Ah bah oui, moi je trouve ça beau, toi tu trouves ça moche, etc. Et puis la beauté, elle disparaît, quoi, dans la relativité absolue du goût. D'accord? Alors, comment va faire Kant pour à la fois laisser la beauté du côté de l'appréciation du sujet, tout en la sauvant de la relativité? Eh bien, il va nous dire quelque chose qu'on doit prendre en compte, dans le sens où il va nous dire, ben voilà, tous les jugements de goût ne sont pas équivalents. Il y a différentes formes de jugement de goût, d'accord? Et dans les jugements de goût, il y a le jugement d'agrément qui juge l'agréable, et il y a le jugement esthétique qui juge le beau, d'accord? Alors, il va commencer dans le texte par l'agréable. Et qu'est-ce qu'il va dire sur l'agréable? L'agréable, il ne décrit pas tant l'objet que la manière dont cet objet affecte celui qui le perçoit. C'est-à-dire que si je prends le goût d'un aliment, d'accord, hein, le chocolat sur mes papilles, d'accord, je ne vais pas pouvoir dire « Ouh, que c'est bon le chocolat », d'accord, c'est pas le chocolat qui est bon, c'est moi qui aime le chocolat, d'accord? D'ailleurs, je l'aime noir, très corsé, d'accord? Et certains me disent « Oh, non, pas ça, moi je préfère la douceur du chocolat au lait, d'accord ?» Vous voyez? Et là, le jugement de goût qui vise à l'agréable, c'est un jugement qui s'appuie sur le sens, sur les sens, sur nos sens, et la manière dont les objets procurent en nous des sensations, d'accord? Ce qu'on peut dire, c'est que si je prends maintenant, parce que c'est dans le texte, la perception d'une couleur. Vous voyez, la perception d'une couleur, c'est une chose. La sensation de plaisir ou de déplaisir qui accompagne cette perception en est une autre. D'accord? On va tous percevoir le violet. Il y en a qui vont dire « j'aime le violet », il y en a qui vont dire « je déteste le violet ». D'accord? Alors, voilà, donc, qu'est-ce qu'on apprend sur le violet? Bah, pas grand-chose, on ne sait pas si c'est chouette le violet, si c'est pas chouette, d'accord? Si c'est quelque chose qui nous plaît ou qui doit plaire ou qui doit pas plaire. On apprend quelque chose sur la personne qui juge, c'est-à-dire que je vais apprendre sur vous qui me dit « j'adore le violet », bah, je vais apprendre quelque chose non sur le violet mais sur vous, d'accord? Hein? Voilà, alors... donc, agréable, c'est comme ça que je l'ai noté, est donc un terme qui désigne l'effet immédiat que produit sur les sens la perception d'un objet.
d'accord, l'effet immédiat que produit sur les sens la perception d'un objet. Comme le goût qui vous arrive en bouche quand vous prenez quelque chose que vous adorez, ou quand quelque chose que vous détestez. D'accord ? Voilà, c'est ça, c'est l'effet immédiat que ça produit sur vos sens. Alors, ce jugement d'agrément, l'agréable sur les sens, chacun doit s'incliner devant la diversité des sensibilités. D'accord ? Y a pas, et là vraiment avec l'agréable, on peut dire à chacun son goût. D'accord ? Hein, je vous ai mis quelque chose ici pour vous faire comprendre, c'est-à-dire que si quelqu'un me dit cette chose que je vois là est carrée, que moi je la vois rectangle et qu'elle est bien rectangle, je vais pouvoir lui prouver par des procédés appropriés qu'elle n'est pas carrée mais qu'elle est rectangle. D'accord ? On va aller la mesurer, d'accord ? Et puis je vais dire, tu vois, les quatre côtés ne sont pas égaux, c'est pas un carré. D'accord ? Tandis que s'il me dit, je préfère le chocolat au lait que le chocolat noir, eh bien, je ne vais pas pouvoir lui prouver rationnellement par des méthodes de vérification que le chocolat noir est meilleur que le chocolat au lait. Ça ne sert à rien. Ce sont ses propres sens qui sont affectés de cette manière. Les miens le sont d'une autre. Le discours est clos. D'accord ? On peut échanger, mais on ne peut pas discuter et débattre. C'est pas possible. D'accord ? Voilà. Hein ? Chacun est seul juge du plaisir particulier qu'il éprouve à percevoir une chose. Voilà. Alors, maintenant, bien que le jugement esthétique, c'est-à-dire le beau, soit un jugement, le jugement sur le beau soit un jugement subjectif, dans ce texte, Kant affirme une chose essentielle, c'est que ce jugement peut prétendre à l'universalité. C'est-à-dire c'est tout le contraire de l'agréable. Je dis que c'est beau, mais c'est beau, d'accord ? Je prétends que quand je dis ça, vous pouvez être d'accord avec moi. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi Kant peut dire que le jugement d'agrément, c'est relatif, ça ne sert à rien d'en discuter, et que le jugement esthétique, qui concerne la beauté, ça peut être au contraire quelque chose qui peut prétendre à l'universalité. Alors, il faut prendre ici un peu, connaître un petit peu Kant, mais prendre aussi ses exemples. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, il va nous prendre un poème, un édifice comme exemple. C'est-à-dire qu'il va, nous présenter des tout organisés. C'est pas simplement, vous voyez, j'ai pas simplement une sensation dans la bouche ou quelque chose qui saisit mon regard, une couleur qui saisit mon regard, un son que j'aime ou qui me déplaît, d'accord ? Vous voyez ? Mais je vais avoir un tout organisé, un poème, un édifice, d'accord ? Et que finalement, le plaisir esthétique, le plaisir à la contemplation de la beauté, réside dans la perception de ce tout. D'accord ? En soi, avec Kant, je ne peux pas dire qu'une couleur est belle. Vous voyez ? Une couleur en tant que telle, elle me plaît ou elle ne me plaît pas, mais je ne peux pas dire qu'elle est belle ou elle n'est pas belle. D'accord ? Par contre, d'accord, une chose est belle quand je peux en dire, vous voyez, c'est pas simplement une affaire d'une seule couleur ou d'une seule forme, c'est vraiment l'organisation d'un tout, comme un édifice ou un poème. C'est-à-dire que c'est pas simplement une question de sens et de sensation. C'est-à-dire que ça passe aussi par mon esprit et la capacité qu'il a à unifier les parties de cet édifice ou de ce poème dans un tout, d'accord, dont on peut juger qu'il est beau. D'accord ? C'est pas simplement une histoire de sens, ça passe quelque part par la faculté que nous avons, grâce à notre esprit, de percevoir l'unité d'un tout. D'unifier des parties pour former un tout, certainement harmonieux, tout ce que vous voulez, d'accord, mais pour juger que c'est beau. C'est une faculté organisatrice de l'esprit, faculté organisatrice de l'esprit, c'est-à-dire on perçoit un ensemble.
Et c'est dans cet ensemble que le jugement de beauté est valable. Et cette capacité à percevoir un ensemble, eh bien, finalement, elle est la même pour tous. Et c'est pour ça, nous dit Kant, que le jugement sur la beauté peut prétendre à l'université. C'est-à-dire que ça ne repose pas simplement sur les sens, mais aussi sur cette faculté organisatrice de l'esprit qu'on a en commun, et qui fait que ça dépasse l'appréciation sur la beauté, ça dépasse nos particularités individuelles. Ce qui fait que Kant dira lui-même dans le texte, cette expression est importante à retenir, c'est que on dit c'est beau comme si c'était une propriété des objets. Alors Kant refuse de penser que la beauté est une propriété des objets, mais le jugement subjectif qui prétend à l'université fait comme si c'était une propriété des objets. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire à ce sujet? C'est une question importante. Parce qu'on voit bien, d'accord, le jugement esthétique jugement concernant une œuvre d'art est un jugement esthétique pour Kant. On juge de la beauté d'une œuvre d'art. Mais c'est important qu'il puisse prétendre à l'universalité. Parce que s'il était aussi relatif et aussi subjectif que le simple jugement d'agrément relatif à l'agréable, que se passerait-il? Que se passerait-il si c'était tout aussi subjectif et relatif? Qu'est-ce qui nous permettrait de dire c'est de l'art ou pas de l'art? C'est bien parce qu'on a une capacité commune à juger de la beauté d'une chose, que ce soit du beau naturel ou du beau artistique, d'accord, ici plus du beau artistique, d'accord, hein, on a une capacité à juger commune du beau, et que cette capacité commune à juger du beau nous permet aussi de dire, oui, ça peut prétendre à la qualité d'œuvre d'art, ou non, ça ne peut pas prétendre à la qualité d'œuvre d'art. Bon, évidemment, ce discours, on verra combien il devra être relativisé au XXe siècle. Hein. Mais en attendant, quand on fait du beau le critère de l'art, il faut bien qu'on ait un jugement commun sur la beauté pour s'entendre sur ce que c'est qu'une œuvre d'art ou ce que n'est pas une œuvre d'art. Et d'ailleurs, il y a des choses qui nous mettent tous d'accord, c'est ce qui est considéré comme le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, d'accord, c'est bien la reconnaissance d'une beauté comme si elle était la propriété d'un objet. D'accord, hein, il y a une beauté qui s'impose à nous tous, une beauté qui peut prétendre à un sentiment universel. D'accord ? Voilà. Alors ça, c'était donc le petit c. Alors, le petit c, toujours permettre de penser l'association de l'art et du beau à travers la création, génie artistique chez Kant, mais aussi à travers l'appréciation. C'est-à-dire que qu'est-ce que je juge quand je juge d'une œuvre d'art? Eh bien, je peux juger de sa beauté. Je juge de sa beauté. En tout cas, c'est ce que nous dit Kant. D'accord ? Et il nous apprend comment ce jugement n'est pas simplement un jugement d'agrément relatif au sens et à l'agréable, mais c'est un jugement esthétique, relatif certes à une perception des sens, mais pas seulement, qui passe aussi par l'esprit et sa faculté organisatrice qui nous permet d'organiser un ensemble et de constater, de juger de la beauté de cet ensemble. D'accord, hein, c'est parce que finalement, c'est pas simplement des sens, mais je perçois un tout. Et pour percevoir ce tout, ça passe aussi par mon esprit, c'est pas simplement une histoire de sens. D'ailleurs, bon, vous pouvez me mettre en dessous, je me fais penser une petite chose, mais Kant dit aussi, si vous voulez, que finalement, le jugement esthétique, c'est un jugement désintéressé, alors que le jugement d'agrément est un jugement intéressé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un jugement intéressé pour l'agrément ? Vous voyez, intéressé dans le sens
où c'est la composition de mes sens qui va faire que ça va me plaire ou pas. D'accord. C'est la manière intéressée dans le sens où, vous voyez, c'est c'est pas neutre. C'est pas neutre. C'est pas neutre. C'est pas du tout neutre. Vous voyez, c'est ma sensibilité, la manière dont mes sens fonctionnent, sont touchés, etc., qui va déterminer l'agréable ou pas. Tandis que, vous voyez, il n'y a aucun intérêt dans la beauté. La beauté, elle s'impose à nous. D'accord. Elle s'impose de manière totalement désintéressée. Hein, je ne trouve pas une chose belle parce que c'est dans mon intérêt de la trouver belle, ça s'impose à moi. D'accord. Hein, quand je dis c'est beau, vous voyez, il y a comme l'idée que je reçois la beauté, comme dit Kant, comme si c'était une propriété des choses. Voilà, bon, juste une petite chose supplémentaire sur jugement intéressé et désintéressé. Alors bon, je profite de cette de cette fin de vidéo pour vous dire que je vais continuer à enregistrer ces cours. Là, je suis totalement opérationnel. Donc, demain, je vous donne... Alors, le grand 2, je vous explique que 2-3 choses, histoire de vous mettre un petit peu au parfum dès maintenant. Le grand 2, eh bien, on va essayer de voir, finalement, tout ce qui va tout ce qui va échapper à la beauté dans l'art. Et on va voir que c'est pas simplement alors il y a bien sûr le XXe siècle, tout le XXe siècle a remis en cause. Il n'a pas chassé définitivement la beauté, mais pour une part il a dit non. C'est pas parce que on doit cesser de subordonner l'art au beau. D'accord, donc ça on le verra, et je vous avais donné des exemples, hein, d'accord. La merde d'artiste en boîte est assez emblématique de ce point de vue-là, mais on verra aussi toute une tradition mimétique, en premier lieu une tradition mimétique liée à Aristote qui montre que la finalité de la mimésis, de la représentation artistique, ce n'est pas seulement ou uniquement une finalité esthétique. Voilà. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc là, déjà, je pense que si vous faites ce travail sur cette première partie, c'est déjà bien. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite.